Je m'appelle Sarah. J'ai 36 ans. Il y a quelques années, j'en avais 35. J'étais encore mariée et je croyais encore aux petites promesses que nous nous faisions. Daniel et moi étions ensemble depuis le début de la vingtaine. Il était charmant au début, le genre d'homme qui pouvait vous convaincre que demain serait meilleur d'un simple sourire. Je travaillais à temps plein au service marketing d'une entreprise de logistique près de Charlotte. Un salaire stable, une mutuelle, le genre de travail qui me permettait de respirer. Daniel, lui, errait. Un poste de commercial après l'autre. Il commençait bien, puis quelque chose se produisait. Son patron ne le comprenait pas. Le marché évoluait. Il s'ennuyait et il partait. Cela ne me dérangeait pas de porter le fardeau. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais qu'aimer, c'était parfois en porter plus. Nous avions Noah, notre fils, qui avait alors 10 ans et qui lisait déjà des choses sur sa tablette qui laissait mes collègues bouche bée quand je leur montrais. Il me posait des questions sur les modèles climatiques ou les réseaux neuronaux comme les autres enfants en posaient sur les Pokémon. Je le taquinais souvent en lui disant qu'il avait 30 ans à l'époque. Il souriait, de son petit sourire sérieux habituel, et replongeait dans sa lecture. Quelques mois avant que tout ne bascule, Daniel a commencé à parler de se créer des souvenirs, de vrais souvenirs, de ceux que les familles chérissent dans leurs albums photos. Il me montrait des photos de familles en camping, parcourant des routes de montagnes sinueuses, se réveillant face à la brume sur les lacs. Je rêvais de ça aussi. Alors, nous avons opté pour un SUV, assez spacieux pour 3, économique en carburant, idéal pour les escapades du week-end. Le concessionnaire annonçait un prix d'environ 40 000 $. Le dossier de crédit de Daniel n'était pas assez solide pour obtenir un prêt, alors j'ai signé. Mon nom sur les papiers, ma responsabilité. Je n'ai pas hésité une seconde. Nous étions une équipe. Le jour de la livraison, j'étais au travail. Un email de Daniel est arrivé dans ma boîte de réception vers midi. Salut, je prends le SUV. Les prêts sont à ton nom, tu t'occuperas donc des mensualités. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Au début, c'était sans engagement, mais maintenant, c'est sérieux. Je recommence avec elle. Les papiers du divorce sont prêts. Je vais bientôt déposer la demande. Désolé. Comme ça, sans prévenir. Sans un mot d'avertissement. Je l'ai appelé immédiatement. Il a décroché à la deuxième sonnerie, la voix calme, presque douce. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-il dit. Mais je ne peux plus faire semblant. J'ai demandé pourquoi le SUV. Pourquoi maintenant? Il a dit que c'était logique. Il avait besoin de s'éloigner, de se changer les idées. Quand j'ai posé des questions sur Noah, il est resté silencieux un instant, puis a dit qu'il comprendrait un jour. Puis la communication a été coupée. Je suis restée assise dans la salle de pause, les yeux rivés sur mon téléphone jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Quand j'ai enfin levé les yeux, la lumière des néons m'a paru trop forte. Les voix autour de moi semblaient trop lointaines. Ce soir-là, je suis rentrée et j'ai trouvé l'allée et le tiroir où nous gardions les papiers importants vides. Le dossier de divorce dont nous avions plaisanté lors d'une de nos plus grosses disputes, à l'époque où les disputes se terminaient encore par des excuses, avait disparu. Je suis restée longtemps dans la cuisine, lumières éteintes, à écouter le bourdonnement du réfrigérateur. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une maison qui vous a soudainement paru immense, vous comprendrez peut-être ce sentiment. Le silence vous oppresse. Vous réalisez que la personne avec qui vous avez construit votre vie est déjà partie. Et vous, vous êtes toujours là, les clés du vide entre vos mains. Noah est descendu en pyjama. Il n'a rien dit au début, il m'a juste observé depuis l'embrasure de la porte. Puis, doucement, « Maman, tu n'as rien mangé depuis le petit déjeuner. » J'ai esquissé un sourire. « Ça va, mon chéri. Juste fatigué. » Il a incliné la tête. Quand les gens mentent, ils regardent en haut à droite. Je l'ai compris. Ma gorge s'est serrée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il s'est approché. Papa n'est pas rentré depuis 3 jours. Il s'est passé quelque chose? J'ai pris une inspiration saccadée. Et puis je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête une fois, comme s'il s'en doutait déjà. C'est un peu comme si... Papa, disait-il simplement, pour faire une chose pareille. J'attendais les larmes, la colère. Rien,
Juste ce regard calme et fixe. Mais j'ai aperçu la lueur derrière, celle qu'il tentait de dissimuler. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, me demandant comment un enfant de 10 ans pouvait déjà en savoir autant sur la déception, et comment j'avais échoué à le protéger. Après avoir tout raconté à Noah ce soir-là, la maison m'a paru différente. Pas plus bruyante, pas plus vide au sens propre du terme, juste plus ténue, comme si l'air lui-même avait appris à porter un poids supplémentaire. Je continuais d'aller travailler parce que les remboursements du prêt n'étaient pas interrompus, parce que le réfrigérateur devait toujours être rempli, parce que Noah avait toujours besoin de me voir me lever chaque matin. Je souriais aux réunions, j'acquiesçais pendant les formations, je répondais aux emails comme si de rien n'était, mais faire semblant me demandait plus que je ne pouvais donner. Daniel n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS, pas même un seul message pour prendre des nouvelles de Noah. Les semaines ont passé ainsi. Une ablation chirurgicale silencieuse. Il m'arrivait de consulter le compte d'épargne comme un tard dans la nuit, quand le sommeil ne venait pas. L'épargne que j'avais patiemment constituée, dollar après dollar, depuis avant notre mariage, était toujours là. Puis, un après-midi, environ 6 semaines après son départ, j'ai ouvert la boîte aux lettres et trouvé un avis rouge vif de la société de crédit. Paiement en retard. Action immédiate requise. Le prélèvement automatique aurait dû être effectué sur mon compte courant. Il ne l'avait pas été. Assise sur le perron, les mains tremblantes, j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Mon compte épargne, qui s'élevait à 18 000 $, n'en affichait plus que 34. Assise sur les marches, je suis restée plantée devant l'écran, les chiffres flous. Il avait tout pris, transféré l'argent petit à petit au cours du mois précédent, pendant que j'essayais de joindre les deux bouts, pendant que j'espérais encore naïvement qu'il se ressaisisse. C'est à ce moment-là que la trahison a cessé d'être abstraite. Elle est devenue concrète. Un chiffre, un avis rouge. Mon enfant, à l'étage, en train de faire ses devoirs, ignorait encore qu'un seul salaire manqué nous risquait de graves ennuis. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas les moyens. Au lieu de cela, je suis entrée, j'ai refermé la porte doucement et je suis restée dans le couloir à écouter Noah fredonner en travaillant sur un exposé scientifique sur les éruptions solaires. Ce son, faible, concentré, ininterrompu, me transperçait plus profondément que n'importe quel cri. Plus tard dans la soirée, il m'a trouvée à la table de la cuisine, le regard dans le vide. Sans un mot, il a posé un verre d'eau devant moi, puis s'est assis en face. « Tu as l'air pâle à nouveau », a-t-il dit. « Tu ne te sens pas bien. » J'ai secoué la tête. Pas physiquement. Mais ton père n'a pas seulement pris le SUV. Il a pris presque toutes nos économies. Noah n'a pas bronché. Il a simplement hoché lentement la tête, comme s'il enregistrait l'information. Je peux distribuer des journaux, a-t-il dit. Ou chercher sur Internet des activités pour les jeunes. Des sondages, peut-être, ou plier des prospectus. J'ai laissé échapper un petit rire forcé, car que pouvais-je faire d'autre? Désolé de t'avoir inquiété, lui ai-je dit. Je ne peux pas me permettre d'être faible en ce moment. Je trouverai une solution. Il a tendu la main par-dessus la table et a posé sa petite main sur la mienne. On trouvera une solution, corrigea-t-il doucement. Ce contact, chaleureux et rassurant, faillit me bouleverser. Car à cet instant précis, je compris quelque chose d'horrible. Mon fils de 10 ans apprenait déjà à me porter. Les jours suivants furent flous. J'enchaînais les heures de travail, rentrais épuisé, préparais des dîners simples, aidais aux devoirs. La nuit, je restais éveillé à calculer le loyer, les factures, les courses, le remboursement imminent de la voiture. Les comptes ne collaient jamais. Mon corps commença à protester par petites touches. Des maux de tête qui duraient des jours. Des mains qui tremblaient quand je versais le café. Une oppression dans la poitrine que je me disais être simplement due au stress. Puis vint le matin de la formation de l'entreprise. J'étais dans la salle de conférence, debout devant, un marqueur à la main, expliquant les indicateurs trimestriels à une salle comble de collègues. Au beau milieu d'une phrase, la salle se mit à tanguer. Mes jambes me lâchèrent. Je m'accroupis, puis m'effondrai au sol. Les voix autour de moi se mêlèrent à l'inquiétude. Quelqu'un m'appela. Quelqu'un d'autre dit qu'il appelait une ambulance. J'étais incapable de répondre, incapable de bouger. Je ne pouvais penser qu'à une chose, pas maintenant. Pas devant tout le monde. Personne n'a besoin que je sois en bonne santé. Quand j'ai repris mes esprits,
J'étais dans un lit d'hôpital. Plafond blanc, bip régulier des moniteurs pour la ligne collée à mon dos. Le médecin est venu plus tard avec les nouvelles. Un stress intense avait déclenché une crise de vésicule biliaire. Calcul, inflammation, opération prévue le lendemain matin. Après son départ, je suis restée plantée là, les larmes coulant silencieusement dans mes cheveux. Pathétique, ai-je pensé. Ça devrait être juste émotionnel. Pas ça. La porte s'est ouverte doucement. Noah s'est précipité à l'intérieur, le visage pâle, les yeux écarquillés, presque paniqué. Maman. Sa voix s'est brisée sur ce mot. C'est grave. Tu ne vas pas partir? Non, ai-je répondu rapidement en m'essuyant le visage. Je ne vais nulle part. Je te le promets. Il est monté sur le bord du lit. Petit gabarit, il faisait attention à ne pas toucher au fil. La maîtresse m'a appelé hors de la classe. Elle a dit, « Vous avez été emmené à l'hôpital. » Je croyais qu'il n'avait pas terminé. Il n'était pas obligé. Je l'ai serré contre moi, ignorant l'attraction des quatre. Nous sommes restés ainsi longtemps. Sa respiration contre mon épaule, la mienne contre ses cheveux, jusqu'à ce que l'infirmière nous rappelle gentiment que les visites étaient terminées. Cette nuit-là, seule dans la pénombre, j'ai fait une promesse à l'obscurité. Je guérirai. Pas seulement pour moi, mais aussi pour le garçon qui croyait encore que je pouvais tout réparer. Mais au fond de moi, je savais que la guérison ne viendrait plus seulement pour moi. L'opération s'est déroulée comme prévu. Quelques heures d'anesthésie, puis des jours de convalescence dans cette chambre stérile, des bips et des bruits de pas dans le couloir, une légère odeur d'antiseptique imprégnant tout. Je me réveillais au milieu de la nuit, la main sur le flanc où ils avaient fait les incisions, et je fixais les ombres au plafond, me demandant comment j'avais pu en arriver là, comment des années à tout contenir avaient fini par me briser. Noah venait me voir tous les jours après l'école. Il apportait sa tablette, s'asseyait sur la chaise près de la fenêtre et lisait tranquillement pendant que il se reposait. Parfois, il partageait quelque chose qu'il avait trouvé, un article sur le stress et le corps, ou une explication de la résilience adaptée aux enfants. Il ne le disait jamais ouvertement, mais je savais qu'il cherchait des moyens de m'aider à guérir. Un après-midi, mon fils, penché à travers les persiennes, leva les yeux de son écran. « Je pensais à papa », dit-il doucement. Je me suis retournée sur les oreillers, ignorant la douleur sourde. Oui, il abandonnait toujours les choses quand elles devenaient difficiles. Les promesses d'emploi. Il marqua une pause, jouant avec le bord de sa chemise. « Je ne veux pas être comme ça. » Mon cœur se serra. Je pris sa main. « Tu n'es pas comme ça, Noah. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Il me serra la main en retour, mais son regard restait absent. Plus tard, après son départ, je suis restée allongée là, repassant ses paroles en boucle. Si vous vous êtes déjà demandé combien un enfant voit, combien il absorbe sans que vous vous en rendiez compte, c'est dans des moments comme celui-ci. Ils n'héritent pas seulement de vos yeux ou de votre sourire. Ils héritent de vos silences, de vos peurs inexprimées. Les médecins m'ont laissé sortir 2 semaines plus tard. À ce moment-là, cela faisait plus d'1 mois que Daniel avait disparu. La maison me semblait à la fois familière et étrangère en y entrant. Les mêmes rideaux, le même grincement dans l'escalier, mais tout était lourd d'un poids nouveau. Par habitude, j'ai vérifié la boîte aux lettres. Un autre avis de la société de crédit. Le paiement du SUV était dû. Pas de prélèvement automatique. Plus d'argent pour le payer. Je me suis affalée sur le canapé, l'enveloppe à la main, et j'ai laissé le silence m'envahir. Que faire maintenant? Vendre quoi? Solliciter qui? La question tournoyait comme des ombres, chacune plus lourde que la précédente. Noah est rentré de l'école, son sac à dos en bandoulière. Il a vu mon visage et a posé son sac délicatement. « On va s'en sortir », a-t-il dit comme s'il était celui qui me rassurait. J'ai hoché la tête, mais les mots sont restés. Comment dire à son fils qu'on est perdu? Que l'homme qui aurait dû nous protéger tous les deux a choisi de fuir. Ce soir-là, après un dîner simple, je l'ai à peine touché. Noah était assis avec j'étais à table. « On va récupérer le SUV de papa », dit-il soudain. Je clignai des yeux. « Comment ?»« Il est à mon nom, mais il l'a pris. Et je n'ai aucune idée d'où il est. » Il sortit son téléphone, celui qu'on lui avait offert après une randonnée en famille quelques mois plus tôt. Il s'était égaré du sentier, du moins c'est ce qu'on croyait,
et on avait eu tellement peur qu'on avait installé une application GPS. Localisateur familial. On s'était tous connectés. Regarde ça, dit-il en ouvrant l'application. Daniels cligna des yeux sur la carte, se déplaçant à travers l'État, s'arrêtant dans des campings et sur des routes de campagne. Il voyageait, revivant ses souvenirs dont il avait parlé avec elle. Je fixai l'écran. Depuis combien de temps le sais-tu? Il haussa les épaules. Depuis son départ, je vérifie de temps en temps. Un petit sourire effleura ses lèvres, puis le premier vrai que je voyais depuis des semaines. Et j'eus une idée pour le récupérer. Il me l'expliqua calmement, étape par étape, signalant le SUV comme volé pour utilisation non autorisée depuis le dépôt des papiers de divorce et notre séparation. Plus de partage de biens. Utiliser le GPS pour la suivre, mais surtout, des précautions qu'il a prises pendant mon séjour à l'hôpital. Je suis allé à l'ancien bureau de papa, a-t-il avoué, leur avoir dit qu'il était parti avec une collègue. Ils m'ont donné son nom, Hazel, et l'adresse de ses parents. J'ai eu le souffle coupé. Tu as fait quoi? Il a baissé les yeux, les joues rouges. J'étais inquiet pour toi et pour nous. J'ai pris le bus. J'ai pleuré un peu pour qu'il m'écoute. Je l'ai serré dans mes bras, avec force et sans un mot. Une fierté mêlée à une profonde douleur m'a envahi. Quand mon fils avait-il appris à se débrouiller ainsi? Pour voir les failles avant moi, j'ai même parlé à ses parents, a-t-il ajouté doucement. Je leur ai tout raconté, je leur ai montré une photo de papa et elle prise à la fête de bureau. Ils n'étaient pas contents. Nous sommes restés assis là, dans la lumière déclinante, son plan se dévoilant comme une carte dont j'ignorais l'existence. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas vraiment. Il s'agissait de récupérer ce qui nous appartenait. De lui montrer, et de me montrer à moi que nous n'allions pas disparaître comme ça. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, écoutant le calme s'installer dans la maison, j'ai ressenti les premiers signes de quelque chose de nouveau. Pas de colère, pas encore, mais de la lucidité. Celle qui arrive quand on cesse d'attendre que quelqu'un d'autre répare ce qu'il a cassé. Si vous avez déjà atteint ce point, celui où le doute cède la place à une détermination tranquille, vous savez qu'il ne s'annonce pas. Il s'installe simplement, régulier comme un battement de cœur, vous rappelant que vous êtes toujours là. Et le combat aussi. 3 jours après que Noah a exposé son plan, mon téléphone a sonné. J'étais dans la cuisine, en train de remuer une soupe sur le feu, quand le numéro de Daniel s'est affiché. Je ne l'avais pas vu depuis des semaines. Ma main a hésité un instant avant de répondre. C'est moi, a-t-il dit d'une voix tendue. J'ai besoin d'aide. La police est là pour m'interroger à propos du SUV. Ils pensent qu'il est volé ou quelque chose comme ça. À ce rythme, ils vont m'arrêter. Tu peux venir régler ça? J'ai jeté un coup d'œil à Noah de l'autre côté de la pièce. Il a hoché la tête une fois, le regard fixe. Reste où tu es, ai-je dit. Daniel, on arrive. Nous avons roulé jusqu'au parc d'État juste à la sortie de la ville, un endroit boisé avec des sentiers sinueux et des emplacements pour camping-cars, le genre d'endroit où les familles vont se déconnecter. Le GPS nous a menés directement à lui. Il était là, debout près du SUV dans une clairière. 2 agents le flanquaient, l'air perplexe sous le soleil de fin d'après-midi. Je me suis garé à proximité. Noah et moi sommes sortis et nous nous sommes approchés lentement. Les yeux de Daniel se sont écarquillés quand il nous a vus ensemble. Agent, ai-je dit calmement. Nous avons besoin d'1 minute pour parler en famille. Si cela ne vous dérange pas. Ils ont échangé un regard, puis ont reculé de quelques pas, assez près pour observer, assez loin pour garder leur distance. Daniel s'est agité, mal à l'aise, jetant un coup d'œil aux campeurs qui se rassemblaient et nous observaient. Allons dans la voiture, a-t-il murmuré. À l'intérieur du SUV, Hazel était assise sur le siège passager, les bras croisés, un léger sourire aux lèvres. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, des traits fins, une posture assurée. Mais ses yeux ont papillonné nerveusement quand Noah. Il est monté à l'arrière avec moi. Merci d'être venu, dit Daniel en se frottant la nuque. Je ne comprends pas pourquoi les flics sont là. Parce que j'ai signalé le vol du SUV, répondis-je d'un ton égal. Utilisation non autorisée. Son visage pâlit. Quoi? Ce n'est pas ça. On est toujours mariés. Tu as fait les papiers. Je l'interrompis doucement. Souviens-toi, tu es parti.
Ça fait de ce véhicule ma propriété. Et tu l'as pris sans permission. Il balbutia quelque chose à propos d'emprunt, du fait que les conjoints ne pouvaient pas se voler. Mais ces mots tombèrent à plat dans l'espace confiné. Noah se pencha alors en avant, la voix claire et calme. Les prêts sont au nom de maman, et tu ne fais plus partie de cette famille. Daniel se gratta la tête, décontenancé. Mon petit, c'est compliqué. Hazel rit doucement. C'est parce que je suis mieux pour lui. Regarde-moi. Tu vois bien pourquoi il a fait ce choix. Noah la fixa d'un regard fixe. Silence. Je ne t'ai pas demandé, papa, pourquoi tu nous as abandonnés pour elle. Daniel se figea. Le sourire narquois d'Hazel s'effaça. Il finit par parler d'une voix hésitante et admit qu'elle avait commencé à travailler dans son entreprise quelques mois auparavant. Le courant était bien passé entre eux lors d'une soirée de bienvenue. Les choses s'étaient enchaînées. Puis elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Il avait paniqué, démissionné et pris le SUV, pensant pouvoir le revendre pour prendre un nouveau départ. Mais au lieu de cela, il l'utilisait. Des virées sur les routes, la liberté. « Comment tu fais pour nous retrouver ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil à son téléphone. Noah brandit le sien. L'appli GPS. Celle que j'avais installée quand je me suis perdu en rando. Tu avais oublié qu'on l'avait tous installée. La bouche de Daniel s'ouvrit puis se referma. Je vis la réalisation se dessiner sur moi. Notre fils avait orchestré la fausse perte pour récupérer le téléphone, se doutant déjà de quelque chose chez son père. Je sentais bien qu'il y avait un problème, dit simplement Noah. Alors j'ai anticipé. Une fierté douce amère m'envahit, mais je gardai mon sang-froid. Rends-nous les clés, maintenant. Daniel hésita, puis me les tendit. Le métal était chaud dans ma paume. Une petite victoire tangible. Et l'argent. J'y ajoutais les 18 000 $ d'économie. C'était à moi, d'avant notre mariage. Tu n'y avais presque pas contribué. Il admit que tout avait disparu, dépensé en essence, hôtel, n'importe quoi. Gaspillé. C'est du vol, dis-je doucement. Sur le toit de la voiture, protesta-t-il faiblement. Tu as renvoyé les flics. C'est fini, non? Je voulais juste parler un instant, répondis-je. Je ne retire pas ma plainte et j'y ajouterai l'argent. Noah sortit son téléphone. Maman, je devrais les rappeler. Hazel s'apprêtait à ouvrir la porte et se figea, un cri étouffé lui échappant. Dehors, ses parents attendaient, le visage rouge d'une colère à peine contenue. Ils étaient garés non loin, appelés par un SMS de Noah. Comment? Balbutia-t-elle. Je leur ai tout raconté, dit Noah. Pendant que maman était à l'hôpital, je leur ai montré des photos de la fête de bureau. La mère d'Hazel frappa à la fenêtre. Sors d'ici tout de suite. Daniel se tourna vers Hazel, les yeux plissés. Le bébé est prévu dans 3 mois. On s'est vu il y a à peine quelques mois. Ça ne colle pas. Elle se remua, mal à l'aise. C'est prématuré ou quelque chose comme ça. Noah pencha la tête. Il faut environ 9 mois. Ça veut dire que ce n'est pas le tien, papa. L'atmosphère devint pesante. Daniel la fixa. Trahi. Tu as menti. Elle rétorqua sèchement, sur la défensive. Tu étais facile à berner. Tu voulais tellement prendre un nouveau départ. Leurs échanges dégénérèrent en accusations. Puis en une dispute brutale et crue. Nous les avons laissés sortir. Les policiers observaient la scène. Finalement, je suis sorti avec Noah et j'ai expliqué la situation à la police. L'utilisation non autorisée du véhicule, le compte débité. Ils ont pris nos dépositions et nous ont conseillé de régler le reste par le biais d'avocats et du tribunal. Pas d'arrestation, juste une procédure de recouvrement civil. Mais la pression était trop forte, supplia Daniel tandis que nous nous éloignions. Je suis désolé. Je vais arranger ça. Ne fais pas ça. Trop tard, dis-je doucement. Réfléchis-y, rembourse ce que tu dois. Nous sommes rentrés en SUV, le silence nous enveloppant comme une couverture. Avec le recul, c'était le tournant. Non pas la confrontation, mais le changement silencieux en moi, de brisé à inébranlable. Nous n'avons pas insisté pour qu'ils arrêtent qui que ce soit ce jour-là au parc. Les policiers ont pris nos dépositions,
noter le retour du SUV et suggérer de régler les questions financières par l'intermédiaire d'un avocat. Une affaire civile, disait-il, mais le poids de la situation, l'exposition médiatique, la fureur des parents, les mensonges qui se dévoilaient ont suffi à ébranler ce qui restait de la façade de Daniel. Il a appelé le lendemain, la voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue, s'est excusé à nouveau et a promis de réparer ses erreurs. Je l'ai écouté sans l'interrompre, puis je lui ai dit que nous réglerions cela correctement. Par des voies incontournables, mon avocat a rédigé les documents. Partage équitable, remboursement des économies dilapidées au titre des biens matrimoniaux dissipés, 18 000 $, remboursable par mensualité. Pension alimentaire pour Noah, 500 $ par mois, fixée par le tribunal. J'ai même trouvé un emploi à Daniel dans un entrepôt de sous-traitance lié à ma société. Un travail stable, sans excuse. Son salaire était saisi directement sur mon compte. Fini les errances. J'ai vendu le SUV une semaine plus tard, remboursé l'intégralité du prêt et regardé, depuis la vitrine de la concession, les nouveaux propriétaires s'éloignaient au volant de la voiture. Une famille avec des enfants riait à l'arrière. C'était comme fermer une porte, non pas avec un claquement, mais avec un clic discret. Hazel a disparu de la circulation. Ses parents l'ont ramené chez eux, m'a-t-on dit, la reniant et la laissant seule face aux conséquences de ses choix. Pas de poursuite pour complicité, mais la honte était une punition en soi. Daniel a appris que le bébé n'était pas le sien de la manière la plus brutale qui soit. Un test de paternité l'a confirmé par la suite. Il n'a pas contesté le divorce. Les mois ont passé. Ma santé s'est rétablie lentement au début. Promenade matinale dans le quartier. Respiration profonde lorsque les tensions revenaient. Puis, une énergie renouvelée pour le travail, pour cuisiner de vrais repas, pour rire des questions incessantes de Noah. Les cicatrices de l'opération s'estompèrent. Celles à l'intérieur s'adoucirent aussi. Noah s'est investi bien plus que je ne le lui avais demandé. Il m'aidait à faire la lessive, faisait des courses à vélo, et avait même commencé un petit boulot en ligne, tester des applications pour enfants pour se faire un peu d'argent de poche. Mais surtout, certains soirs, il s'asseyait avec moi sur la véranda à regarder les lucioles clignoter dans le jardin. « Je suis fier de toi, maman », dit-il un soir, comme ça, sans prévenir. Je me suis tournée vers lui. « Je suis fier de nous. » Il hocha la tête, son petit sourire réapparaissant. Après le règlement, nous n'avons pas beaucoup parlé de Daniel, juste assez pour constater l'arrivée des chèques, la preuve silencieuse que les actes ont des conséquences. Avec le recul, je comprends que la trahison ne se contente pas de prendre, elle transforme. Elle a fait voler en éclats les illusions auxquelles je m'accrochais. Que l'amour signifiait tout endurer. Que la force signifiait se débrouiller seul. Ce qui a émergé était plus clair, plus authentique. Une vie construite selon mes propres termes, avec un fils qui m'a appris que la vulnérabilité pouvait être un pont et non un point de rupture. Si cette histoire vous semble familière, c'est peut-être parce que vous avez emprunté un chemin similaire. Celui où la douleur ouvre la voie à quelque chose de plus fort. Celui où l'on apprend que la justice ne se manifeste pas toujours bruyamment. Parfois, il s'agit simplement de retrouver sa propre force intérieure et d'avancer, un pas après l'autre. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager afin que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.